Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier cours de physiologie qui va porter aujourd'hui sur l'équilibre phosphocalcique. Donc on va l'écrire. Donc l'équilibre phosphocalcique. Donc, qu'est-ce que l'on entend par équilibre phosphocalcique? On va d'abord commencer par le définir. Ça va être les mécanismes que va mettre en place notre corps pour maintenir un taux de calcémie et de phosphatémie, donc un taux de calcium et de phosphate, à des valeurs normales et physiologiques dans notre corps. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que l'on s'en soucie? On s'en soucie et c'est important parce que ces électrolytes, donc calcium et phosphate, jouent un rôle extrêmement important dans différents phénomènes physiologiques dans notre corps. Je vous donne un exemple, plusieurs exemples plutôt. Alors, le calcium est important pour la contraction musculaire. Déjà. Et vous n'êtes pas sans savoir que le cœur est un muscle, donc l'équilibre phosphocalcique aura un impact sur la conduction au niveau du muscle cardiaque. L'équilibre phosphocalcique, le calcium, est important dans la régulation de la conduction nerveuse. Voilà. Conduction nerveuse. Pour que vos neurones puissent communiquer efficacement via les synapses, les uns avec les autres, on a besoin de calcium. Et on a tendance à l'oublier, la coagulation sanguine également est un bon exemple. De l'importance donc de ces électrolytes. Donc la coagulation sanguine. Alors pourquoi je vous donne tous ces exemples? Pour que vous compreniez l'importance donc de comprendre le mécanisme de régulation phosphocalcique, parce qu'en comprenant les mécanismes de régulation, en comprenant le normal, cela vous permettra de comprendre le pathologique. Donc quand vous serez face à vos patients, de savoir maîtriser ce mécanisme vous permettra de mieux les prendre en charge et de mieux anticiper les éventuels problèmes qui pourraient survenir. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va vous présenter d'abord les hormones qui vont jouer donc le rôle principal dans l'équilibre phosphocalcique. Donc nous avons la PTH, nous avons la vitamine D, on va l'abréger en vitamine D comme ça, et la calcitonine. Alors la calcitonine, on va moins en parler parce qu'elle a un rôle plus secondaire dans la régulation phosphocalcique. On va principalement se focaliser sur la PTH et la vitamine D. Donc, ce que vous devez savoir, pour résumer de la calcitonine, c'est que 1, elle est sécrétée par la glande thyroïde, par les cellules thyroïdiennes, et 2, c'est que c'est une hormone hypocalcémiante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est une hormone qui va sentir quand le taux de calcium est trop élevé dans le sang et elle va agir pour le diminuer. A contrariori, en l'inverse, la PTH et la vitamine D sont deux hormones hypercalcémiantes. Donc, elles vont sentir quand le taux de calcium est trop bas dans le sang et elles vont agir en synergie pour l'augmenter. Alors, concrètement, comment ça se passe? On va commencer par le début et on va dessiner, pour commencer, donc une thyroïde. Donc la glande thyroïde qui a, comme vous le savez, donc la forme d'un papillon. Et plus précisément, on dessine la face postérieure de la glande thyroïde. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais retrouver mes 4 petites glandes parathyroïdes. Alors c'est important de noter leur localisation parce que au niveau d'une chirurgie thyroïdienne, qui sont des chirurgies en fait très fréquentes pour un nodule, un kyste, un cancer, il peut arriver que le chirurgien, en faisant la dissection, va léser une de ces 4 glandes parathyroïdes et donc je pourrais me retrouver avec un patient post-opératoire qui va présenter donc des troubles phosphocalciques, donc
peut-être une hypocalcémie avec tous les signes que l'on connaît, donc le signe de Chvostek, le signe de Trousseau, donc les signes d'hypocalcémie de manière générale. J'en reviens à notre cours, donc on disait les 4 glandes parathyroïdes, au niveau de la face postérieure de la thyroïde, vont faire quoi? Elles vont sécréter de la PTH. Voilà. Et cette PTH, elle va agir au niveau de 2 organes cibles, très importants. Elle va agir au niveau donc du rein. Voilà, on va dessiner un rein. Le dessin, voilà, ça représentera notre rein. Donc ma PTH va agir au niveau du rein. Elle va également agir au niveau de l'os. Ce qui semble logique parce que finalement, c'est quoi l'os? L'os, c'est du calcium et du phosphate. Donc, c'est la première réserve de calcium et de phosphate dans notre corps. Donc forcément, si j'ai envie d'augmenter mon taux de calcium, j'ai plutôt intérêt à agir au niveau de l'os. La glande parathyroïde, on va détailler un petit peu plus tard à la fin du cours comment ça se passe, mais pour venir grignoter cet os et libérer donc du calcium et du phosphate. Donc, on va schématiser ça comme ça. Donc, la PTH va agir au niveau de mon os, grignoter mon os, et ça va me libérer du phosphate et du calcium. Alors, au niveau du rein, on va faire un petit zoom. Voilà. Un zoom de l'unité fonctionnelle du rein. On va le dessiner ici. Attendez un instant. On va le dessiner ici. C'est quoi l'unité fonctionnelle du rein? Eh bien, c'est le néphron. Voilà, donc le néphron avec le glomérule, ici, qu'on voit, et le tubule proximal, voilà, qui va se terminer avec la loupe de Henle. Et la PTH va venir également agir à ce niveau-là pour réabsorber le calcium et cette fois-ci excréter du phosphate. En ce sens, la PTH va agir comme une hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Donc, diminuer mon taux de phosphate. On va rajouter la petite légende, voilà, pour qu'on se souvienne des différents organes cibles. Donc, nous avons ici l'os et le rein. Mais ça ne s'arrête pas là. La PTH va donc agir au niveau de mon rein pour réabsorber le calcium au niveau du néphron, mais elle va également agir à un niveau très important, c'est la transformation, voilà, de la vitamine D. Vous occupez pas trop des formules chimiques, c'est pas très important à les connaître, mais de la forme donc de réserve de la vitamine D à sa forme active. Donc, c'est à ce niveau-là que la PTH va également venir agir au niveau donc D3. Donc, agir à ce niveau-là, au niveau de mon rein, pour faire cette conversion enzymatique, donc de la forme de réserve à la forme active. Et cette forme active, à quoi elle va me servir? Eh bien, tout simplement, elle va me servir au niveau de mon 3e et dernier organe cible, donc l'intestin. Voilà, donc le système digestif. Donc, cette vitamine D sous sa forme active va venir agir au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va stimuler la réabsorption de calcium et de phosphate dans le sang. Donc, des nutriments de ce que j'ai mangé, la vitamine D va faire en sorte que je réabsorbe le maximum de calcium et le maximum de phosphate. Donc, vous voyez bien que elles travaillent en synergie, donc la PTH et la vitamine D, pour augmenter mon taux de calcium dans le sang. Maintenant, je vous propose donc de faire un petit zoom très important sur ce qui se passe en fait au niveau de cet os. Et on va venir schématiser 2 types de cellules. Donc, premier type qui est
l'ostéoblaste. Voilà, donc ostéoblaste. Et mon deuxième type de cellule, qui est l'ostéo, on va l'écrire ici, ostéoclaste. Ce sont deux cellules qui, avec l'ostéocyte, vont me former l'os. L'ostéoblaste, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? L'ostéoblaste va créer de l'os. Il va fabriquer la matrice osseuse. Et l'ostéoclaste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va résorber l'os. Il va grignoter l'os. Donc, on pourrait penser que comme la PTH, comme je vous l'ai dit au début, est une hormone hypercalciamiante, qu'elle va agir directement au niveau de l'ostéoclaste. Mais en fait, pas du tout. La PTH, au contraire, agit au niveau de l'ostéoblaste. Elle va agir au niveau, donc, d'un récepteur. Elle va venir se poser, donc, la PTH va venir stimuler ce récepteur-ci, et ça va engendrer 3 effets dans l'ostéoblaste. Le premier, ça va être la prolifération. Voilà, la prolifération. La deuxième, c'est, donc, attendez, on va effacer la deuxième, c'est déjà que c'est un deuxième tiré, donc c'est pas la peine de préciser. Deuxième, ça va être donc au niveau de son récepteur de stimuler l'expression du Rank ligand. C'est une molécule que l'ostéoblaste va exprimer au niveau de sa surface et qui va interagir avec un récepteur qui se trouve au niveau de l'ostéoclaste, qui est donc le récepteur Rank également. Voilà, Rank récepteur cette fois. Donc ces deux-là vont agir et c'est ce qui va activer mon ostéoclaste. Donc finalement la PTH via l'ostéoblaste, elle va stimuler l'ostéoclaste qui va libérer donc de l'acide et c'est ce qui va me permettre de faire de la résorption osseuse. C'est important de s'en soucier. Pourquoi? Parce qu'il existe une troisième en fait molécule qui s'appelle OPG. Cette molécule OPG, elle va empêcher cette interaction entre mon Rank ligand et mon Rank récepteur pour empêcher donc l'ostéoclaste de se réveiller et de commencer à grignoter mon os. Donc la PTH, elle va diminuer cette molécule OPG, elle va la diminuer, elle va faire en sorte qu'elle ne soit plus là pour que cette interaction se fasse. Ça d'une part. D'autre part, l'on sait aujourd'hui que les oestrogènes, elles, au contraire de la PTH, vont stimuler l'OPG. Elles vont stimuler l'OPG pour empêcher cette interaction. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? Eh bien, parce qu'une femme ménopausée, par exemple, une femme ménopausée, c'est quoi? C'est une chute au niveau des taux d'hormones, donc oestrogènes, progestérone, etc. Entre autres choses, le taux d'oestrogène qui va chuter après la ménopause va faire que cette molécule d'OPG, eh bien, elle ne va plus être capable, elle ne sera plus là pour empêcher cette interaction entre le Rank ligand et le Rank récepteur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'activation va toujours être en mode on. Donc, on aura une résorption osseuse. C'est pour ça qu'une femme qui est donc ménopausée aura tendance à présenter de l'ostéoporose. Autrement dit, une déminéralisation osseuse, une fragilité osseuse avec, bien sûr, les fractures pathologiques qui peuvent en découler. Et parmi les traitements proposés pour les femmes ménopausées qui présentent une ostéoporose, eh bien, c'est justement de donner des oestrogènes qui vont donc, entre autres choses, stimuler les OPG et empêcher cette interaction et, in fine, empêcher donc la résorption osseuse. Le fait également, et c'est important à le noter d'un point de vue pharmacologique cette fois-ci, au niveau des médicaments qu'on peut utiliser toujours pour l'ostéoporose, le fait que la PTH va venir stimuler l'ostéoblaste et pas l'ostéoclaste en premier, on peut en tirer avantage. Comment? Eh bien tout simplement en donnant aux patients qui ont de l'ostéoporose un analogue de la PTH. Ça peut paraître contre-intuitif. Pourquoi est-ce que je vais donner une hormone qui est une hormone de résorption osseuse
à une personne qui a déjà une fragilité osseuse. Tout simplement parce que cette hormone, elle n'agit pas directement au niveau de mon ostéoclaste. Elle agit d'abord au niveau de mon ostéoblaste. Et si je la donne de manière pulsatile et non pas continue, eh bien je vais augmenter ce que je vous ai écrit là, la prolifération de l'ostéoblaste. Prolifération de l'ostéoblaste, que fait l'ostéoblaste? L'ostéoblaste, il fabrique de la matrice osseuse. Donc c'est un traitement qui est très intéressant pour les personnes qui présentent donc une ménopause. Bien, maintenant je vous propose de nous focaliser à nouveau sur le rein pour encore une fois voir un cas clinique que vous pourrez rencontrer en tant que futur médecin. C'est le cas donc de l'insuffisance rénale. Donc, insuffisance rénale. Donc, au niveau de l'insuffisance rénale, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi déjà une insuffisance rénale? Tout simplement, mon rein ne fait plus son travail. Mon rein ne filtre plus mon sang. Mon rein n'arrive plus à se débarrasser de ces déchets, que ce soit les déchets donc métaboliques que produit naturellement notre corps ou les médicaments qu'on a pu prendre. Donc, le rein n'est plus effectif dans son travail. Qu'est-ce qui va se passer entre autres choses si ça arrive? Eh bien, je n'aurai plus une excrétion du phosphate. Le phosphate ne sera plus éliminé dans mes urines et donc j'aurai une augmentation de mon phosphate dans mon sang, une hyperphosphatémie. Quand j'ai une hyperphosphatémie, qu'est-ce que fait le phosphate dans mon sang? Il va se lier au calcium. Tout comme il s'est lié au calcium dans l'os et ça m'a fait de l'os, eh bien dans le sang également, le phosphate va venir se lier au calcium. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mon taux de calcium libre, c'est-à-dire mon calcium qui n'est lié à rien du tout, va chuter. Ça a quelles conséquences? Je vous disais au départ que les hormones dont on a parlé au début, qu'est-ce qu'elles font? Elles sentent le taux via des récepteurs au niveau des organes qui les produisent, elles sentent le niveau de calcium qu'il y a et il y a une réaction. Mes glandes parathyroïdes qu'on a dessinées au début, elles vont sentir cette chute au niveau du calcium libre. Et quelle va être la réaction? Eh bien, la réaction va être de produire encore plus de PTH. Plus de PTH signifie plus de résorption osseuse. Plus de résorption osseuse dit fragilité osseuse et la formation de ce qu'on appelle des tumeurs brunes. Littéralement des kystes qui se forment au niveau de l'os dû à cette hyperrésorption. Donc, gardons à l'esprit que connaître l'équilibre phosphocalcique, c'est aussi connaître donc les phénomènes pathologiques qui peuvent découler en fait d'un déséquilibre, entre autres choses, donc l'insuffisance rénale. Mais pas que, parce que un rein malade qui ne me fait plus le travail correctement de filtration, d'excrétion, de sécrétion, ne peut plus non plus faire le travail de conversion d'une hormone de sa forme de réserve à sa forme active. Donc, ça va aussi résulter d'une diminution de la forme active de la vitamine D. Donc, moins de vitamine D, moins de réabsorption au niveau de l'intestin du calcium et du phosphate, moins de réabsorption, encore plus de diminution du calcium, encore plus de diminution du calcium, encore plus de sécrétion de PTH et la résorption osseuse continue et ça pose un véritable problème au niveau des patients qui présentent donc une insuffisance rénale. Voilà, j'espère vous avoir donné une image globale qui vous sera utile non seulement dans vos connaissances mais également dans votre pratique quotidienne en tant que médecin de l'équilibre phosphocalcique et aussi surtout de pourquoi est-ce si important de le connaître et de le maîtriser. Je vous dis quant à moi à très vite pour un prochain cours. Merci et à très bientôt.